C'est un ancien élève de l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, anciennement l'école de la marine marchande, qui m'a parlé d'Awassam. Elle est chercheuse en droit maritime, spécialiste en sécurité et sûreté maritime, et professeure à l'ENSM. Elle y est chef du département filière génie maritime et référente du pôle recherche sur les risques maritimes. Elle attache une importance particulière aux enjeux environnementaux qu'elle intègre dans ses projets de recherche, mais surtout en amont, dès le cursus de formation des futurs marins. Au cœur de l'actualité, de l'UNOC à la dernière COP, Awa nous explique comment ces enjeux primordiaux sont abordés au sein de la réglementation internationale, comment les États collaborent et s'entendent malgré des intérêts divergents. Avec Awa, nous avons abordé les enjeux actuels et à venir du secteur maritime, de la pollution aux nouvelles technologies, sans oublier ce que l'on nomme les menaces hybrides. Avec Awa, nous dépassons les eaux françaises, car le droit maritime concerne aussi ce que l'on nomme la haute mer, et que la pollution, la piraterie et les autres risques n'ont pas de frontières. À travers ce panorama de ce que sont les risques maritimes, cet échange vise également à interroger nos liens à l'océan, ceux des marins, des chercheurs, des étudiants, mais également des citoyens. Enfin, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur dans cet épisode, car Awa défend leur place dans ce milieu jusqu'à aujourd'hui majoritairement masculin. Bonne écoute! Bienvenue dans le Grand Bleu. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux dont la vie est liée à l'océan. Bonjour Awa, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview du Grand Bleu. Normalement, on commence l'interview avec une anecdote sur l'océan. Je sais que Oui. tu as une petite colle sur le sujet. Merci beaucoup Mathilde, en tout cas, pour cette invitation. Avec plaisir. Il me semble que tu viens d'être décorée chevalière de l'Ordre du Mérite maritime. Félicitations pour cette décoration. Cette distinction va récompenser ton parcours, l'ensemble de tes réalisations. Est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et sur ce qui t'a amené à choisir une carrière dans le domaine maritime? Peut-être qu'en nous racontant comment tu en es venu à travailler dans le domaine maritime, on aura cette petite anecdote, ou en tout cas lien à l'océan. Complètement. Merci beaucoup Mathilde, comme je disais, pour cette invitation qui donne l'occasion d'échanger sur la mer, sur les enjeux et sur mon parcours. Alors moi, j'ai 3 passions. Je suis passionnée par le droit, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été intéressée par les questions de droit, juridique ou autre. Donc, quand il a fallu commencer des études supérieures, la question était limite évidente pour moi. J'ai toujours habité près de la mer aussi. Donc, la mer, j'ai une affection particulière, j'ai un lien assez particulier avec la mer parce que durant toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai toujours habité à proximité de la mer. Donc, j'ai voulu avoir et exercer une profession qui soit en lien avec la mer. Et j'adore les voyages. Donc, quand il a fallu se spécialiser, je me suis dit, le droit, la mer et les voyages, normalement, ça devait aboutir à quelque chose à peu près en lien avec le droit maritime, tout simplement. J'ai fait ce parcours, mais pour faire du droit maritime, il faut faire un droit d'abord général, ensuite du droit privé et ensuite du droit des affaires et se spécialiser enfin en droit maritime. Dans le droit maritime, comme je disais, on peut faire énormément de choses. On peut aussi, comme ça a été pour mon cas, vivre un peu de ses passions et exercer un métier en lien avec ma passion. J'ai fini par un doctorat que j'ai fait à l'université de Nantes avec une spécialisation en sécurité sûreté maritime. Et par la suite, j'ai travaillé pour des universités et j'ai fini à l'École nationale supérieure maritime en tant que chef de département, chargé de cours, mais également de recherche sur des questions en lien avec mes spécialités en sécurité et sûreté maritime. Voilà un peu le parcours de Awassam. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est que le droit maritime? Le droit maritime, c'est un droit spécifique, comme je viens de l'expliquer, c'est une spécialisation du droit. La vocation du droit maritime, son objectif principal, c'est d'étudier toutes les normes, toutes les réglementations qui sont en lien avec la mer. Le droit maritime et à l'intérieur du droit maritime, on peut encore se spécialiser. On va avoir le droit de l'environnement, on va avoir le droit pénal maritime, on va avoir énormément de droits qui vont découler du droit maritime en lui-même. Mais le droit maritime, pour faire simple, c'est le droit du business, c'est le droit du shipping aussi.
Quand je me suis d'abord spécialisée en droit maritime, j'ai voulu aller un peu plus loin avec des enjeux sécuritaires, la sécurité et la sûreté maritime. Alors, c'est les deux faces d'une même pièce. Les questions de sécurité maritime, ce sont des questions qui sont liées euh, à des accidents. C'est de l'accidentologie. Quand un navire prend la mer, il est sûr qu'il peut y avoir des risques d'abordage, des risques de collision, comme on dit dans le secteur maritime. Il peut y avoir des voies d'eau, il peut y avoir des incendies et autres. C'est des choses qui sont liées, intrinsèquement liées à la navigation maritime. Alors que lorsque l'on parle de sûreté, la sûreté, s'il y a des menaces, c'est intentionnel, c'est des actes illégaux, des actes illicites, c'est de la malveillance de manière générale. Et dans la sûreté, on va retrouver tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est cybermenace, on va retrouver également tout ce qui est pollution volontaire, on va retrouver, voilà, toutes les infractions, les crimes et les délits qui sont commis en mer. On va parler de criminalité et les réponses qui vont être apportées, ce sont des mesures de sûreté. Donc, sûreté, c'est menace, volonté de nuire, alors que sécurité, c'est tout ce qui est en lien avec l'accidentologie, des choses qui sont involontaires par essence. En fait, le droit maritime fait partie de ces droits qui sont régis au niveau international par essence et par nature avant d'être décliné, bien entendu, dans chaque pays, avant que chaque pays ne construise ses propres règles. Les règles principales du droit maritime sont internationales. Mm. Oui, puisque la majorité des océans, ce sont des eaux internationales, ce ne sont pas des eaux, françaises, Exactement, anglaises voilà, ou exactement. Et ce qu'on peut appeler le shipping de manière générale, le business, le transport maritime, il est international. Là, on utilise un ordinateur, voilà, les éléments qui composent cet ordinateur ont certainement dû traverser la mer. On a nos tasses, nos chaussures, tout, c'est la mer qui fait le lien de tout ceci. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret qui fait que, voilà, on a ce droit international qui existe, et tant mieux. Mm. Un des chiffres qui m'avait marqué justement quand je préparais cette interview, c'était qu'il y a à peu près 80 des marchandises mondiales qui viennent du trafic maritime justement. Donc c'est assez Exactement. énorme. C'est assez énorme. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser quelque chose qui n'ait pas été transporté par la mer. Soit l'objet principal, un des composants, nos téléphones, nos lunettes, nos chaussures, la bouteille d'eau, l'écran d'ordinateur qu'on utilise, à un moment ou à un autre, un des composants de cet équipement ou de cet outil a traversé la mer. Ça, c'est la chose la plus visible que l'on voit. Mais la mer aussi nous permet de respirer puisqu'on a de l'oxygène. La mer va réguler également la météo. Quand on se rend bien compte que quand on va près de l'eau, on a une température généralement un peu plus douce que quand on est loin de la mer. La mer nous permet également de préserver, de garder notre santé en tant qu'humain, puisque avec les algues et tout ce qui est produit qu'on peut extraire de la mer, on fabrique des médicaments. L'humain et la mer, c'est intrinsèquement lié. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre et c'est une des raisons pour laquelle il nous faut la préserver. Et c'est quelque chose Oui, complètement. d'essentiel et de crucial. Voilà. Mm. Et comment toi tu arrives à intégrer cet aspect-là en fait de lien humain aussi à la mer dans les travaux que tu peux faire, donc sur tout ce qui est droit maritime et comment est-ce que tu peux nous donner un exemple assez concret de ce sur quoi tu vas travailler toi au quotidien? Alors, il y a l'une des richesses de mon métier, c'est de pouvoir toucher à différents aspects du droit et à différentes matières aussi, qui ne sont pas essentiellement maritimes. Là, je parle du droit de l'environnement, par exemple. Là, la question du réchauffement climatique, les études sont là, l'impact, on le ressent chaque jour. Lorsque l'on mène des projets de recherche au sein de mon institution, qui est l'École nationale supérieure maritime, moi je suis sur le site de Nantes, on essaie dans la mesure du possible, dans chaque projet dans lequel moi je m'engage ou d'autres collègues s'engagent, on essaie de transmettre aussi par la formation en disant aux élèves, voilà, en sensibilisant par rapport à l'environnement, en donnant et en faisant des articles et en apportant des preuves finalement scientifiques de l'impact de nos activités, des usages, des utilisations que l'on fait de la mer. Aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, former un marin sans lui parler de la problématique du plastique.
Typiquement, ça, c'est des choses qui sont concrètes. Sans lui parler de l'impact du cycle de vie, d'un certain nombre de choses. On ne peut pas parler, par exemple, à un ingénieur en génie maritime du transport maritime sans pour autant lui dire qu'un navire ne peut plus être construit avec n'importe quel matériau, qu'un navire, on ne peut plus peindre la coque, ce qu'on appelle les anti-fouling, avec une peinture qui a un impact sur l'environnement. Voilà, toutes ces choses-là, c'est de la sensibilisation, mais de la formation également. Et de la formation qui est scientifique, puisque c'est à l'appui d'études et autres. On démontre les choses. Et il y a une prise de conscience qui se fait au niveau collectif. Et les gens, les ingénieurs, les marins, les ingénieurs non navigants et les navigants également, toutes ces populations-là se sont sensibilisées à ces questions de l'environnement qui impactent leur vie au quotidien. Et ça, je pense que c'est une des meilleures façons de parler d'un problème ou en tout cas de parler d'une problématique dans sa globalité. Les marins, quand on échange avec eux, ils se rendent bien compte que la couleur de l'eau de la mer a changé. Les coraux changent de couleur, qu'il y a un impact. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on met beaucoup l'accent. Je travaille également, j'ai une casquette enseignement, j'ai une casquette aussi recherche. Et avec la casquette recherche, je peux travailler, par exemple, avec là actuellement le projet que j'ai sur mon bureau est relatif aux drones marins, aux drones que l'on utilise dans le secteur maritime. On utilise des drones dans le secteur maritime parce qu'on en a besoin pour certaines activités qui présentent des risques, par exemple tout ce qui est industrie offshore. Alors on utilise les drones également pour lutter contre la pollution, puisque nos activités polluent, typiquement. En quoi un drone est utile pour ce volet-là? Par rapport à la lutte contre la pollution? Ou pour Ouais, prévenir la pollution, par exemple. ouais. Là, typiquement, lorsqu'on fait des travaux qui sont très techniques ou très dangereux, par exemple, où il peut y avoir des risques même de mort humaine ou des risques de pollution, on va utiliser les drones. C'est pas l'homme qui fait, mais c'est l'homme qui va téléopérer OK. ou téléguider. Voilà, dans ce sens-là. Et parfois, pour certaines, lorsqu'il y a pollution, pour pomper les couches de pétrole qui sont sur l'eau et autres, on a recours à des technologies également. Et en cela, la technologie aide pour lutter ou prévenir contre la pollution. Et c'est des choses qui sont concrètes, qu'ils voient sur les navires, qu'ils voient dans les chantiers, qu'ils voient dans les industries, quelles qu'elles soient, mais qui sont en lien avec le maritime. Donc tous ces enjeux-là, vous les intégrez aux cursus de formation qui sont proposés à l'ENSM pour former les futurs ingénieurs, chercheurs à ces enjeux-là? Exactement. On a, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, on a ce qu'on appelle un référentiel de formation. Le référentiel de formation, c'est finalement le contenu des savoirs que l'on va donner aux élèves. À l'ENSM, à l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, qu'on ne connaît plus sous le nom de École de la marine marchande depuis 2010, on forme des navigants, toujours, puisque c'est notre ADN, et on forme aussi des ingénieurs qui n'ont pas vocation à aller naviguer. Par contre, qui sont en support. Ils vont être dans les compagnies, ils vont travailler dans les chantiers, ils vont travailler, voilà, mais ils vont être en support aux activités maritimes de manière générale. Alors, pour former ces gens-là, ils ont des besoins spécifiques. Lorsque vous avez un navigant, il doit passer un certain temps, aussi ce qu'on appelle un simulateur, comme pour ceux qui sont dans l'aéronautique. Il doit avoir connaissance de droit de l'environnement pour savoir les impacts de ses activités, lui. Donc, il y a toujours dans ce qu'on appelle les référentiels de formation, c'est-à-dire le contenu de leur formation, des parties qui sont dédiées à l'environnement, à la protection, la préservation des océans, la question du plastique, un certain nombre de choses. On leur apprend aussi les technologies, par exemple. J'ai visité la semaine dernière la dernière unité de paquebot qui a été construite au chantier de l'Atlantique. Et là, on se rend compte que sur ce navire-là, construit en octobre 2025, il y a eu un véritable effort technologique qui a été fait. On utilise des carburants marins qui impactent très peu l'environnement, qui continuent d'impacter, mais en tout cas qui impactent peu comparativement à ce qu'on utilisait avant.
Les technologies qui sont à bord également, tout est tourné autour de la sécurité, de la sûreté, de la préservation de l'environnement. Beaucoup plus que ce qu'on le faisait il y a un certain temps. Et ça, c'est formidable. Et nous, à l'ENSM, on essaie d'anticiper en intégrant ces aspects-là théoriques dans leur cursus de formation. Et pour la filière non navigante, eh bien, ma foi, on fait la même chose. Sauf que comme ils sont pas destinés à naviguer, on va également leur parler d'une notion que j'aime particulièrement, qu'on appelle le cycle de vie du navire. C'est-à-dire du premier coup de crayon jusqu'au démantèlement du navire, quelles sont les règles à respecter pour que l'expédition soit ce qu'on dit dans le milieu safe, c'est-à-dire sûr. Comment faire pour impacter le moins possible l'environnement? Comment faire pour que le marin ou l'ingénieur soit moins fatigué à son poste de travail? Voilà, donc tous ces aspects-là, on les intègre au travers de formations, mais au travers aussi de projets de recherche dans lesquels j'interviens. Et juste pour finir sur cet aspect qui me paraît très pertinent, la question elle est absolument essentielle, c'est que je participe aussi à ce qu'on appelle des conseils. Ce sont des cadres de réflexion. Pour ma part, je suis membre du Conseil supérieur des gens de mer. C'est une structure où on retrouve des marins, on retrouve des ingénieurs, on retrouve tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans le secteur maritime et dont l'objectif in fine est de discuter et d'échanger sur les possibles réglementations techniques ou sur des choses qui doivent être implémentées dans le secteur maritime. On échange, on discute, on parle de la fatigue des marins, on parle de l'océan, on parle d'énormément de questions qui sont stratégiques. Voilà. Donc, à plusieurs niveaux, on essaie de contribuer à cette dynamique globale et à la formation des marins et des ingénieurs non. On parle pas mal de tout ce qui est protection de l'environnement. On voit qu'on arrive à l'intégrer donc au niveau français, au niveau de la formation des ingénieurs, des futurs marins. Mais on Mhm. disait aussi en début d'interview que tout ce qui était droit maritime, bah, c'était une grande majorité de droit international, C'est ça. qui sont pas que françaises. Est-ce que tu sens qu'il y a cette sensibilité qui se fait même au niveau international, qu'il y a des travaux qui font dans ce sens-là, au-delà de ce que nous, on peut faire à l'échelle française? Le droit maritime, par essence, il est international, puisque les règles sont négociées au niveau international, dans le cadre d'une institution qui s'appelle l'OMI, l'Organisation maritime internationale, dont le siège est à Londres. L'idée de rédiger, ou en tout cas de travailler, de réfléchir sur du droit international, c'est d'être sûr qu'il y a un socle commun international de règles qui soit accepté et respecté par la majeure partie des États à travers le monde. Ça, c'est essentiel. La notion de démarche universelle et unanime, avec des règles universelles et unanimes. Ça, c'est un avantage vraiment important du droit maritime. L'autre chose qui peut poser problème ou des difficultés particulières, c'est que lorsque vous voulez mobiliser 175 États membres de l'OMI pour réfléchir sur une démarche universelle, il est clair que les intérêts et les enjeux sont différenciés. Vous allez avoir des États qui sont un peu plus sensibles à l'environnement, contrairement à d'autres. Les enjeux économiques ne sont pas les mêmes, les enjeux stratégiques ne sont pas les mêmes. À partir de ce moment-là, ce qui est important, surtout, c'est de partir d'un socle commun, que tout le monde s'entende au moins sur les principes généraux. Et par la suite, pour ce qui nous concerne, nous, France, membres de l'Union européenne, c'est que l'Europe reprenne ces mêmes règles internationales et aille plus loin. C'est-à-dire rendre ces règles encore plus dures, plus coercitives. Et on a la possibilité de le faire en Europe, donc on le fait. Si au niveau international, un exemple simple, on nous dit qu'il faut utiliser des carburants marins alternatifs qui polluent moins les eaux, avec une teneur en soufre de 1,5% par exemple. En Europe, nous, on peut dire, dans les eaux européennes, ça va être 1% ou 0,50 ou ceci, cela. Le droit nous le permet. Puisque c'est une façon aussi pour nous d'aller plus loin et d'imposer des règles un peu plus strictes et plus respectueuses de l'environnement. Ça, c'est le deuxième strate, c'est au niveau communautaire. Au niveau de la France, par exemple, on peut aussi penser qu'il peut être possible d'avoir des normes, peut-être pas plus coercitives, mais un peu plus, on va dire, instaurer des systèmes de bonus par rapport à des armateurs qui vont avoir des comportements plus réfléchis par rapport à leurs pratiques de navigation, par rapport à leur management d'entreprise et autres. L'idée ici, c'est vraiment de se dire que une règle universelle, c'est bien, mais elle n'est pas toujours suffisante. Il faut parfois aller beaucoup plus loin au niveau communautaire, mais également au niveau national. Et c'est des choses qui
qu'on peut faire et que l'on doit faire surtout. Puis on a les moyens dans l'Union européenne ou en France en tout cas de le faire, donc il faut le faire d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, même si on a encore des climato-sceptiques ou des gens qui pensent que voilà, il y a des complots, la théorie complotiste et autres, il y a des chiffres qui existent, il y a des projets, il y a des études qui ont été faites, qui sont documentées. La réalité scientifique est là et elle est là. Elle doit tous les résultats qui ont été avancés, donnés par des scientifiques de renom ou il est difficilement contesté ou contestable de revenir sur ces études-là. Je pense que cela doit nous pousser et nous amener à mieux faire et avoir un comportement plus vertueux. On ne peut plus utiliser l'océan comme on l'a fait pendant des années, des siècles. Les ressources, la biodiversité n'est pas inépuisable. Donc, il y a un moment donné, il doit y avoir un sursaut et puis une volonté de mieux et de protéger l'environnement et les mers de manière générale parce qu'on en a besoin. Ça ne doit plus être un débat. Le débat doit être comment on peut faire et faire vite par rapport à toutes les questions abordées par rapport à la pollution du plastique, par rapport à l'impact de l'acidité des mers, par rapport à un certain nombre de questions qui, à mon sens, aujourd'hui, ne doivent plus être, comment dire, source de débat ou de doctrine. On peut ne pas être d'accord sur les chiffres, mais s'il y a une chose, un vrai principe de réalité, c'est qu'il y a des choses qui se passent du fait de nos activités en mer. Il y a un impact qui n'est pas toujours positif et pour ça, il faut apporter des réponses qui sont efficaces et qui sont rapides aussi. L'UNOC a été un événement important parce que ça a permis quand même des avancées qui sont notables, même si à mon niveau, de mon point de vue, ces avancées ne sont pas suffisantes. On est parvenu à une convention quand même internationale qui était attendue, ce qu'on appelle l'accord BBNJ. L'accord BBNJ permet de protéger la biodiversité dans les eaux qui sont hors juridiction des États, puisque chaque État a ses espaces maritimes. Et il y a toujours ce qu'on appelle cette grande copropriété qu'on appelle la haute mer, où là, on avait besoin de protéger la biodiversité. Ça n'a pas été simple, il y a eu beaucoup de négociations, mais on est allé quand même vite. Par rapport à BBNJ, c'est un outil qui existe maintenant. Maintenant, il faut faire vivre l'outil. Faire vivre l'outil, c'est créer rapidement des aires marines protégées et puis mettre en place des outils aussi qui permettent de surveiller ces aires marines protégées. Parce que lorsque l'on met en place une règle de droit, si derrière il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de coercition, il ne se passe rien, la règle de droit, voilà, elle reste lettre morte finalement. Et c'est là où maintenant le plus gros du travail a été fait. Mais maintenant, il faut que les États prennent leurs responsabilités, aillent plus loin par rapport à ce traité de BBNJ qui est vraiment essentiel. Mais il faut qu'on fasse mieux. Là, dernièrement, vous parliez de l'accord BBNJ, l'UNOC, c'est bien, mais il y a eu le COP, les différents COP qui sont intervenus et qui parlent également des questions d'environnement. Et le dernier aussi a été une déception parce qu'on se rend compte qu'au travers des différents COP, du COP 21 jusqu'au COP 30, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises par rapport à l'environnement et qui, jusqu'à présent, ne sont pas appliquées, faute de bonne volonté de certains États. Et ça, il faut qu'on sorte de cette position-là statique pour aller un peu plus loin. Donc, l'UNOC, c'est bien, mais il faut un peu plus que ça. Ça donne l'impression qu'on arrive à s'accorder sur la théorie et encore, mais que quand on veut passer à la pratique, il n'y a plus personne derrière. Et appliquer une règle de droit international, ça pose toujours question. Ça soulève pas mal de problématiques, comme je disais tout à l'heure, d'enjeux, d'intérêts différents, divergents, de sensibilité aussi par rapport à l'environnement. On le voit même en Europe, les pays d'Europe du Nord, ils sont un peu plus attentifs à l'environnement que d'autres pays, que le reste de l'Europe. Je le vois au niveau international. Parfois, il m'arrive de participer à des conférences ou à des discussions à l'international et on voit bien que les prismes ne sont pas les mêmes. Il y a des pays qui veulent qu'on aille vite, alors que d'autres se disent oui, mais attention, on y va doucement, faut pas non plus. Voilà. Il y a tous ces intérêts qui sont divergents où à un moment donné, comme je disais, il faut passer le cap. Se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'au niveau de l'ONU ou de l'EMI ou d'autres organisations que tout soit réglé ou nous, peut-être en Europe, il faut qu'on soit leader sur certaines questions. Alors, le risque toujours, c'est la fragmentation de la réglementation. Est-ce qu'on va pas avoir une réglementation pour les uns et une réglementation pour les autres?
Si ça doit arriver, si c'est dans le bon sens, peut-être que la mer et l'environnement le méritent. Peut-être qu'il nous faut le faire aussi pour créer un peu cet électrochoc. La fragmentation, ce serait pas justement un moyen de répondre, aux enjeux divergents de chaque pays et aux intérêts qui sont pas les mêmes? C'est une question hein, qui est limite philosophique, mais à un moment donné, c'est vrai, mais tu as parfaitement raison. Ça me rappelle un peu toutes ces discussions qui ont lieu par rapport au plastique. Les pays en voie de développement, à qui on a dit du jour au lendemain, il faut arrêter le plastique. Et qui se sont dit, mais si on arrête le plastique, est-ce qu'on a les moyens de faire autrement ou différemment? Alors que les pays d'Europe du Nord sont à peu près prêts à passer outre, à se passer de plastique. Il y a la question aussi des moyens derrière qui sont. Alors, il y a des outils d'aide à la coopération internationale, des financements qui existent et autres. Mais je pense qu'à un moment donné, et c'est de plus en plus le cas, selon les régions qui sont concernées à travers le monde, il n'est pas inadmissible d'avoir des réglementations qui sont spécifiques à ces régions-là. Parce que peut-être que c'est plus pertinent d'avoir des réglementations spécifiques à la Méditerranée, par exemple, à l'Europe du Nord ou autre, parce que les problématiques sont spécifiques. Et au-delà de tout ça, peut-être poser un cadre général. Je vais donner un exemple. On a une convention internationale qui s'appelle MARPOL, Marine Pollution, qui en anglais et qui est là pour lutter contre toutes les formes de pollution. Ça, c'est ratifié par pratiquement les 175 États de l'OMI. À côté de ça, on a d'autres réglementations qui concernent certaines régions. On a par exemple la Convention de Barcelone, on a la Convention de Londres, qui concerne certains États, parce que dans ces régions-là, ces États-là ont des problématiques de pollution particulières. On peut faire du général, mais on peut aussi faire du spécifique, du moment que c'est pertinent. Et puis, en l'état des choses, on ne peut pas faire autrement. Vu les sensibilités, les contradictions. On l'a vu récemment avec un grand pays, pour ne pas citer les États-Unis, qui a un peu bloqué certaines négociations. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que les choses se décantent ou alors on fait différemment? C'est une vraie question qui se pose. Mais en attendant, l'environnement ne peut pas attendre. Donc, il nous faut y aller. Ça demande du courage, hein. Ça demande du discernement, mais ça demande beaucoup de courage surtout. Il n'y a pas de solution sur l'étagère, mais avec de la vraie bonne volonté, on doit pouvoir arriver à faire de belles choses aussi. J'aime beaucoup quand j'entends les gens disent on n'a pas 12 000 planètes Terre où on peut aller, on n'a pas 12 000 mers. Si on gâche là où on existe, où on évolue actuellement, on va aller où pour faire quoi? Donc ça demande du courage. On n'est pas tous d'accord, mais parfois faut y aller franco, comme disent certains. On parle donc des enjeux de la pollution et cetera. Et c'est quoi, selon toi, les autres grands défis de tout ce qui va être lié au risque maritime? Je pense par exemple, au sujet de piraterie qu'on peut avoir en mer Rouge, à tout ce qui peut être lié à la cybersécurité, aux câbles sous-marins, enfin, on entend plein de choses différentes. Toi, c'est quoi, on va dire, les grands enjeux que tu vas identifier par rapport à tout ce qui est, risque maritime au niveau, international? Actuellement, les menaces qui sont identifiées comme étant les menaces les plus importantes dans le secteur maritime sont les suivantes. Elles ont été facilement répertoriées au travers de ces dernières années du fait de leur impact. On identifie principalement la question du narcotrafic. Le narcotrafic, on n'a jamais, au niveau de la France ou en Europe, saisi autant de drogue dans les ports et à travers les mers. Et ça, c'est une vraie réalité. Ça va gangréner, ça va apporter de l'instabilité, ça va insécuriser le transport maritime. La menace, ne l'oublions pas, c'est un acte volontaire qui est fait dans l'intention de nuire, contrairement à la sécurité, ce que j'ai expliqué tout à l'heure en début d'échange. Au-delà de cette question de narcotrafic, puisque les résultats qui ont été publiés par la douane, par le MICA Center, qui sont des organismes reconnus dans cette lutte contre le narcotrafic, sont assez édifiants et nous alertent sur la nécessité de renforcer la sécurité de nos infrastructures maritimes et portuaires. Au-delà de cette question de narcotrafic, j'identifie aussi une autre problématique qui est liée à la question de la menace hybride. C'est une menace assez particulière. C'est une menace assez particulière de par sa nature hybride. Un acteur étatique, on peut prendre l'exemple de la Russie pour ne pas le nommer, ou un acteur non étatique, un organisme, ça peut être même une ONG, va mettre en place tout un ensemble de stratégies pour saboter, pour saper la crédibilité d'un État.
cet ensemble ou ce faisceau de pratiques-là peut aller de la cybermenace à la désinformation, à la déstabilisation institutionnelle. Il y a énormément de choses que cet acteur étatique ou non étatique, identifié ou pas, peut mener dans le but final de déstabiliser un État. Ce qui rend cette menace hybride assez déstabilisante finalement pour les États qui sont concernés, c'est qu'à prime abord, on n'arrive pas à identifier principalement cet acteur, la personne, la structure, personne morale, étatique ou autre, qui est à la source de cette action-là, de malveillance, qui a un objectif principal, c'est-à-dire saboter et saper, comme je le disais, la stabilité d'un État. On l'a vu récemment avec le sabotage des gazoducs dans le nord de l'Europe. Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Lorsque ce sabotage est intervenu, on n'a pas pu identifier dès le début, sur l'instant, qui était l'acteur de ce sabotage-là. C'est par la suite, au gré des enquêtes et autres, qu'on a pu attribuer cette menace-là à cette structure-là, ou en tout cas à des Ukrainiens dans un contexte de guerre qui est particulier. La menace hybride est une menace qui est prise en compte par l'OTAN, du fait de sa complexité également, puisque c'est une menace qui se place sous le seuil de la conflictualité. L'acteur concerné malveillant en fait assez pour provoquer une réaction, mais n'en fait pas assez également pour provoquer une guerre ou une situation de guerre. Et vu la complexité des moyens qui sont utilisés, c'est une chose qui est plus difficile à analyser. Alors, on a le narcotrafic, la menace hybride, contre laquelle il y a un certain nombre de stratégies qui sont menées. On a également une chose qui s'appelle la pêche illégale, non réglementée, qui est un fléau pour les mers, puisqu'on va piller les océans, puisqu'on va utiliser des outils qui ne sont pas adaptés. On va bouleverser l'écosystème aussi. Et nos territoires ultramarins sont bien entendu extrêmement concernés par cette situation-là. La piraterie est un fléau qui reste présent, mais la piraterie et les actes pirates se réduisent. Par contre, le mode opératoire, il est maintenant différent parce qu'il y a un peu plus de violence qui est utilisée et les pirates s'adaptent également. Puisque les mers sont un petit peu plus surveillées, ou en tout cas mieux surveillées que dans les années 2000 où on avait une recrudescence de cette piraterie-là, mais les pirates aujourd'hui s'adaptent aussi et utilisent des moyens qui peuvent poser et questionner du fait de leur technicité et puis surtout de l'ampleur de leurs conséquences. Voilà, Mathilde, ce que je vois comme menace à prendre en compte rapidement par les États et les organisations internationales. Quand on sait que les océans, ça représente 70% de la surface de la Terre, oui. Comment on fait pour surveiller des océans? Comment on fait pour contrôler, pour identifier les bateaux? C'est juste, on se dit, c'est pas possible, c'est trop grand. Oui, c'est vrai. Mais il faut commencer par quelque chose. Oui. Du coup, quelles sont les pistes de réflexion, les solutions qu'on peut imaginer pour mieux contrôler La tout tâche ça? paraît colossale. Je vous le concède, chère Mathilde. La tâche paraît colossale. La zone économique exclusive française est la deuxième au monde après les États-Unis. On a un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés, plus précisément 11 millions de kilomètres carrés. Les territoires ultramarins sont situés sur plusieurs continents, ce qui veut dire qu'on n'a pas cette homogénéité géographique. Nos territoires ultramarins, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que ces deux exemples-là, sont sur des écosystèmes qui sont complètement différents. Pour faire face à ces nouvelles menaces-là, il va falloir connaître un peu plus ces espaces-là. Il va falloir également établir une stratégie de protection, de sécurisation de ces espaces. Une stratégie qui doit être définie en évaluant les moyens dont on a besoin, ressources financières, ressources humaines et ressources technologiques. Je sais que c'est déjà le cas, mais il nous faut aller beaucoup plus loin parce qu'on se rend compte que les moyens dont on dispose aujourd'hui ne sont peut-être pas suffisants face à l'inventivité des malveillants à travers les mers, pour preuve le développement de ces menaces-là. Il nous faut cette stratégie-là, elle ne peut pas se faire de manière isolée. Il faut qu'elle se fasse avec nos partenaires européens. Il faut aussi également qu'elle se fasse avec nos partenaires à l'international, qui finalement sont confrontés aux mêmes situations que nous. Connaître, établir une stratégie à court, moyen et long terme et
renforcer nos collaborations avec nos partenaires. Je pense déjà qu'avec ces items-là, avec cet ensemble de choses à mettre en place, on arrivera un peu mieux à surveiller nos espaces. Ce qui se fait déjà grâce au CHOM, qui fait un travail formidable sur la question des fonds marins, même si encore insuffisant, puisque les fonds marins, la connaissance des fonds marins reste encore très marginale. Aujourd'hui, quand on vous dit que 2%, seulement 2% des fonds marins au niveau international sont connus, ça interpelle. Pour protéger, il faut connaître. C'est le cas également de l'Institut Paul-Émile Victor, c'est le cas de l'IFREMER, c'est le cas des instituts qui s'occupent de la formation de ceux qui utilisent cette mer-là et ces espaces-là. Utiliser et mobiliser les instituts de formation tels que l'ENSM, Centrale Nantes ou d'autres écoles d'ingénieurs, parce que toutes ces institutions aussi sont des partenaires publics, privés, publics et privés qui doivent concourir à la sécurisation, la surveillance et la connaissance des milieux. Il y a un autre point de vue sur sur le sujet de la cartographie des fonds marins et de leur connaissance, qui est de dire que si on connaît les fonds marins et les ressources qu'ils détiennent, c'est aussi ouvrir la porte à une potentielle exploitation de ces ressources et potentiellement un impact aussi sur l'environnement. Donc c'est tout un jeu de trouver où mettre le l'un ne va curseur pas sans de la l'autre. connaissance. Oui, je comprends. C'est qu'en ouvrant cette porte-là, on crée aussi des opportunités qui sont pas toujours bien. Mais c'est le risque de toute activité. Dans toute activité, vous avez toujours ce qu'on appelle le revers de la médaille. Et c'est en cela que le droit doit être utile. Le droit doit réguler les choses. Les outils juridiques, ils doivent servir à ça aussi, à réguler. C'est ce que je dis toujours aux ingénieurs à l'ENSM. Le droit doit créer des opportunités, mais le droit doit protéger ces mêmes opportunités aussi. C'est là où on trouve l'équilibre. Alors, tout n'est pas parfait, mais lorsque vous créez une règle de droit, dites-vous bien qu'il y en a à côté qui vont essayer de la contourner. Donc après, il y a toujours un juste milieu à trouver en termes de compréhension de la règle aussi, hein, parce que parfois, c'est pas qu'ils veulent la violer pour la violer, là, cette règle, mais c'est parce qu'ils la comprennent pas aussi. Les juristes, parfois, on fait pas simple. Mais bon, bref, il faut expliquer, faire ce travail de pédagogie, expliquer. Et puis après, quand on se rend compte que c'est pas, s'il y a du déni derrière, parce que les gens, bah, ça les intéresse pas de respecter autres, bah, vous sortez le droit répressif. Ça existe. Le droit pénal maritime, il est là, il existe. Donc, bah, on y va, on y croit. Mais il faut trouver le juste milieu. C'est en cela que ça peut marcher, je pense. Tu parles beaucoup de collaboration institutionnelle avec les chercheurs, la formation des nouveaux ingénieurs. Comment on implique aussi davantage les citoyens dans la réflexion sur les rapports aux océans, sur la sécurité des océans, pour aussi, je pense, permettre de mieux avancer sur tous ces sujets-là? Je pense qu'il faut faire beaucoup de vulgarisation. Moi, je m'en rends compte. Parfois, on a un discours tellement, comment dire, fermé que les gens ne comprennent pas. Comment? Un discours tellement savant que les gens ne comprennent pas. Exactement. On a l'impression que c'est réservé à une élite ou à une partie. Il faut vulgariser. J'essaie d'organiser avec des collègues assez régulièrement des visites de nos locaux pour des collégiens. La question des portes ouvertes. Ça, c'est une démarche, par exemple, pour impliquer un peu plus les citoyens. La question de la proximité. Lorsque sur site puisqu'on est sur un site aussi quand même d'ingénieurs, on est entouré, on a l'école centrale, l'IFREMER, on est là, il y a l'université et tout ceci. Tous nos travaux et les résultats de nos travaux, il faut qu'on les explique. Les rapports ne doivent pas rester sur des étagères. Lorsque vous vous rendez compte que, je vais donner un exemple qui va vous faire sourire, Mathilde, il y aura plus de dorades ou de bar, deux poissons que j'adore, que j'affectionne particulièrement dans 1 an ou dans 5 ans. Si vous l'expliquez à une population de pêcheurs en leur disant, il y en aura plus parce que il y a de la pollution, parce que la taille des filets de pêche ne permet pas la reproduction des espèces, parce que ceci, parce que cela. Mais les gens prennent conscience. Et là, actuellement, en France, vous n'avez pas meilleur protecteur des océans que les pêcheurs, parce qu'ils prennent conscience des choses. Les jeunes, quand ils savent quel est l'impact du réchauffement climatique,
par des choses simples, des expositions, par le travail des associations. Les associations font des travaux, un travail formidable. On a la Touline, par exemple, ici. On a qui promeut l'emploi, qui fait un certain nombre de choses. On a énormément de choses et de dynamiques qui se mettent en place, mais il faut vulgariser. Il faut sortir des labos et diffuser au sens large du terme pour que les populations se rendent compte des choses. Tout simplement, ouais. Prendre des sujets simples et les mettre en lien avec l'océan et voir un peu et montrer par A plus B. Les gens sont attachés aux mers. J'en suis intimement persuadée. Faut continuer, faut y aller, voilà. Je pense que c'est un travail de longue haleine, mais qui est nécessaire. D'ailleurs, cet été, tu as animé une conférence sur les liens femmes et mères avec Exact, ouais. trois femmes au parcours maritime. C'était Isabelle Autissier, Barbara Claire et Maëlle Giraud. C'est Euh, ça. Qu'est-ce que toi, t'en retiens de leur récit, de ce que ça dit de la diversité des relations à l'océan qu'on peut avoir? J'ai adoré cette conférence avec ces trois navigatrices. Très honnêtement, le temps est passé trop vite lors de cette conférence. C'est l'une des rares conférences qui m'ont marqué. Ça a été une belle occasion. Et puis surtout que dans le public, on avait plein de profils. On avait des ados, on avait des chercheurs, on avait des professeurs d'université. Voilà, on avait plein de publics. Des trois femmes qui ont des âges différents, qui ont eu des parcours professionnels extrêmement riches, mais extrêmement différents. Maëlle a navigué sur des navires qui n'ont rien à voir avec les navires sur lesquels Barbara Claire a navigué, puisque la Barbara Claire est passionnée par le polaire, la zone polaire. Gaëlle, c'est plus sur les navires océanographiques, et Madame Autissier, qui a été présidente d'honneur de WWF, qui a fait énormément de choses, qui a été navigatrice, qui a écrit des ouvrages. Toutes les trois, elles se sont investies sur des questions qui leur tiennent à cœur. Elles ont été sensibilisées aussi au travers elles ont été sensibilisées aux enjeux de la mer, au travers de leur fonction, de leur rapport au quotidien avec la mer. Elles se sont rendues compte, par exemple, que le plastique, c'était pas une vision de l'esprit. Je veux dire, quand on dit attention au plastique, c'est une forme de pollution qui peut être assez insidieuse, ceci, cela, voilà. Elles se sont véritablement rendues compte de ça en naviguant. Avoir échangé avec elle aussi, ça m'a permis au-delà de ces questions-là d'environnement et de relations avec l'environnement, ça m'a permis de me rendre compte que les femmes ont un rapport assez particulier à l'océan, contrairement aux hommes. Alors, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. On est plus attentifs. Nous sommes plus douces avec l'océan que les hommes. Ça, c'est dit. Voilà. Voilà. C'est des choses qui marquent. Les femmes, pendant très longtemps, n'ont pas voulu avoir des relations assez particulières à l'océan, puisque la mer, le secteur maritime, faut le dire, les mentalités changent maintenant, mais ça a été pendant très longtemps un milieu éminemment masculin. Donc, lorsqu'une femme arrive dans ce milieu-là, il faut qu'elle se positionne, qu'elle fasse ses preuves, qu'elle se dise, il faut que je fasse mieux pour mieux me faire respecter et autres. Quoi qu'il en soit, ces femmes ont démontré au travers de leur parcours qu'elles ont pu apporter des choses complètement différentes et qui, au final, sont complémentaires puisque c'est dans un but commun, la préservation de l'environnement. Et ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et qu'elles vont continuer à le faire aussi d'une manière différente. Au sein de leur compagnie, ces trois femmes qui se sont les deux plus jeunes, puisque pour Madame Autissier, c'est différent. Pour Barbara et Maëlle, elles se sont positionnées pour être un peu ambassadrices dans leur compagnie des questions d'environnement pour voilà sensibiliser leurs collègues, leur dire qu'il y a des pratiques qu'on peut exclure, la question des déchets, des gestions des déchets à bord, voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles elles se sont positionnées. Et puis surtout à travers ça, c'est des aventures humaines aussi. Elles nous racontent un peu comment elles ont tissé leurs liens avec la mer, c'est qu'elles ont tiré aussi les apports au niveau même spirituel que la mer leur a apporté. C'est vraiment des histoires de vie et c'est extraordinaire. C'est passionnant. C'est marrant ce que tu dis sur justement ce qu'apportent les femmes aussi dans le secteur maritime. J'ai fait une Oui. interview avec Daniel Cron, qui est un navigateur, D'accord. et qui lui aussi m'a dit que c'était positif d'avoir des femmes qui voyaient la différence, qui voyaient cette approche-là qui était différente.
C'est Et bon, vrai, c'est vrai, donc c'est les hommes vrai, sont c'est vrai. d'accord aussi, ou en tout cas certains. Bah, c'est fabuleux. Et là, tu vois, actuellement, il y a énormément de dynamiques qui ont été insufflées, par exemple, par la Touline. On fait beaucoup pareil aussi de pédagogie pour raconter aux filles que la vision traditionnelle de la femme qui ne pouvait pas naviguer, qui ne pouvait pas travailler dans le secteur de la mer, parce que c'est quelque chose de dur, parce qu'on ne peut pas être navigatrice et femme et mère, parce que la question des maternités et tout ça, non. Il y a énormément de métiers en lien avec la mer. Faut juste oser. Faut pas avoir de croyances limitantes et se dire c'est possible. Et là, j'en reviens aux associations qui font un travail formidable par rapport à ça. Tout à l'heure, je te disais que j'avais visité une des dernières unités qui m'avait impressionné sur le plan de la protection de l'environnement et autres. J'ai été accompagnée par des ingénieurs qui ont participé à la conception de ce navire. Elles étaient passionnées. Elles, elles te parlent du navire, elles te parlent de leur travail au quotidien. Bah, on a envie d'être à leur place parce qu'on se dit que ça a du sens en fait, tout simplement. Donc, on y arrive. Faut juste enlever les croyances limitantes. Ouais. Tu vois une évolution dans les nouvelles promotions qui arrivent chaque année, à l'ENSM? Est-ce qu'il y a il y a plus de femmes? Il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes. Il y a quelques années, à l'époque où on avait sur site des promotions de chef mécanicien, sur une classe de 22, il pouvait y avoir une femme, par exemple, ou pas de femme du tout. Donc, du coup, j'ai instauré une règle discriminatoire. Alors là, c'est toujours pareil. En début d'année, je leur explique ça, ils sautent au plafond. J'ai dit, bon, dans cette classe, c'est la minorité qui décide. Et c'est qui la minorité? C'est les femmes. Donc voilà. S'il y a des choses sur lesquelles toute la classe n'est pas d'accord, c'est la femme qui décide. Donc oui. On le voit, hein, on le voit pour répondre plus précisément à la question. Maintenant, il y a un peu plus de femmes, mais bon, c'est pas non plus révolutionnaire. On n'arrive pas aux trois quarts, un quart ou autre, non. Les effectifs sont, allez, on est toujours aux environs de 15%, maximum 15-20%. Mais voilà, il y a plus de femmes dans la filière génie maritime, où je suis chef de département sur le site de Nantes. On a plus de femmes dans cette filière-là, peut-être parce que c'est pas une filière navigante, mais pour les filières navigantes, le pourcentage, il est en augmentation, mais il reste encore timide. Donc, tout ce travail nécessaire qu'il faut continuer à faire. Mais les choses s'améliorent, faut rester positif. D'accord. Et quels enjeux tu vois encore actuellement pour les femmes dans justement dans tout ce qui est le monde maritime plus globalement, au-delà de la formation? Mais est-ce que sur l'inclusion, ça avance sur la reconnaissance justement qu'elles peuvent avoir, le manque de visibilité potentielle? C'est mieux, c'est beaucoup mieux que ça n'a été. C'est beaucoup mieux parce que même les hommes ont pris conscience aussi de la nécessité d'avoir des femmes à bord des navires ou dans des instances de décision ou dans des entreprises, même à terre, qui ont un lien avec le maritime. Il y a beaucoup de travail aussi qui a été fait. Par exemple, une question qui n'était pas du tout abordée et maintenant qui l'est et à propos de laquelle tout le monde se positionne, la question des violences sexuelles et sexistes. C'est un travail de fond qui a été fait à l'ENSM, que je porte moi à ma manière et que d'autres collègues portent aussi dans le cadre des discussions du Conseil supérieur des gens de mer. Là, on début de chaque année et on y tient tous, on a des ateliers de sensibilisation à ça. Donc, les choses progressent. Le fait d'être une femme ne doit pas être un risque dans une entreprise maritime. C'est des entreprises, les navires sont des environnements clos où il peut y avoir énormément de choses, mais ça ne doit pas, en embarquant sur un navire, que ce soit même un homme ou une femme, hein, on ne doit pas se sentir en danger. Voilà, ça c'est des choses qui sont travaillées et qui sont faites. Le fait d'être une femme ne doit pas être comment dire, un argument discriminatoire à l'embauche, par exemple, ou au maintien sur un poste. C'est un travail aussi qui se fait. Et surtout, maintenant, au niveau des femmes, il faut pas qu'elles se fassent un blocage en disant, ah bah là, je vais pas pouvoir y aller. La question des sous-marins et des femmes, les Français se sont positionnés, des femmes peuvent embarquer dans des sous-marins. Voilà, il y a énormément de sujets et autres. Ça avance timidement, mais ça avance quand même. Puisque il y a des questions parallèles qui n'étaient pas réglées, qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas poser, voilà, qui avancent aussi. Donc c'est bien, c'est du positif. Faut aller plus loin maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a un message un petit peu justement pour conclure cette discussion, que tu aimerais faire passer aux nouvelles générations? Peut-être plus spécifiquement aux femmes ou aux personnes qui voudraient,
s'engager dans les métiers qui sont liés à l'océan? Faut y aller. C'est passionnant. Moi, j'ai pas regretté une seule seconde de m'être lancée dans le maritime, même si c'est dans le droit maritime. On trouve tout ce qu'on veut. La mer nous offre tellement. On trouve tous les métiers possibles et imaginables en lien avec la mer. Tout est possible, faut se faire confiance. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. Ce sont des métiers exigeants également. On ne triche pas. Être marin, ce que je dis souvent, je pense, hein, j'ai pas été marin, mais tout ce que j'ai rencontré, c'est des métiers de passion. Les gens ne sont pas marins par hasard, ou alors ils arrêtent. Je veux dire, c'est des métiers de passion. Pour les femmes, ça, elles doivent vivre leur passion. Ne pas y aller, faut le faire. Et il y a tellement d'opportunités dans le secteur maritime. Il y a tellement de choses à faire, tellement de gens formidables à rencontrer. On peut s'investir dans le secteur public, dans le secteur privé, faire du business, faire du conseil, protéger l'environnement, faire ceci. Le champ des possibles est extrêmement large. C'est fou, c'est magnifique. C'est voilà. Moi, j'adore ce que je fais. Les gens avec qui je travaille adorent ce qu'ils font. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas. Faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. Faut oser la mer, comme dirait mon directeur général François Lambert. Il faut oser la mer, faut y aller et puis chacun a son rôle et sa place à jouer. Donc c'est faut le faire. Il y a deux ouvrages par exemple qui m'ont marqué et je pense que c'est peut être intéressant. Tout à l'heure on parlait d'Isabelle Autissier. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Le naufrage de Venise. Et c'est un récit imaginaire hein, qui raconte un peu qui met en perspective notre déni environnemental. C'est un récit imaginaire qui parle d'une famille, hein, comme dans toutes les familles où il y en a un qui croit dur comme fer qu'il n'aura aucun changement par rapport à l'environnement. La famille habite Venise. Hein. Il peut y avoir une inondation de la ville. Il y a entre le père qui pense que rien ne bougera, la mère bourgeoise qui a peur de tout et de rien, et la jeune fille activiste. Je trouve ce livre-là, c'est vraiment un éveil des consciences. Et pour un public plus averti, on a la revue internationale stratégique qui a sorti comment dire un ouvrage avec pas mal d'articles de plumes différentes, hein, dont la mienne, et qui est la géopolitique des océans. Et dans cet ouvrage-là, on explique de manière très intéressante, avec des points de vue croisés, la question des menaces dont on parlait tout à l'heure, des enjeux des cyberattaques, des menaces hybrides, un certain nombre de choses. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent être des outils qui peuvent être intéressants. Et venez à l'ENSEM, venez nous rencontrer, allez à l'Ifremer, allez à Centrale, rencontrer les gens, voyez ce qu'ils font, comment on forme les gens. Ils sont pas malheureux. Donc voilà, je trouve que c'est passionnant. OK. Merci beaucoup. Bah, c'est parfait puisque tu as anticipé ma dernière question qui était Ah, justement de te excuse-moi. demander si tu avais une recommandation de livre. Par exemple, pour le public non averti, le naufrage de Venise, ça fait sourire, ça fait prendre conscience, voilà. C'est bien, c'est passionnant. Merci beaucoup pour ces 2 belles recommandations, qui sont Merci à complémentaires en toi, plus, une Mathilde. fictive et Oui, une plus intellectuelle. voilà. Toujours pas d'anecdote sur l'océan? J'en ai plein, mais qui me mettent pas en valeur, mais c'est pas grave, on y va. Allez. Alors, j'en ai deux. Par rapport à l'océan, c'est toujours, comment dire, le fait de ne pas avoir le pied marin. Et ça, je pense que je l'aurai jamais. Ce mal de mer que j'ai. Là, il y a 2 ans, j'avais accompagné la classe des ingénieurs pour visiter un parc éolien. Alors pour moi, il y avait pas d'enjeu, donc on y va tous. Et puis comble de l'ironie, il y avait pratiquement toutes les promotions, donc on y va et tout ça. Mais ce jour-là, il y avait une météo, mais comme quoi, c'est juste impossible. Je devais faire une conférence à bord du navire. J'ai été malade, mais en point, c'était extraordinaire. Et du coup, ils se sont moqués de moi sur plusieurs cours, dans les couloirs et tout ça. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à être passionné par la mer. Comme quoi, parfois, on peut être aussi malmené par la mer au sens propre du terme. C'est assez, mais ça, je m'en rappellerai quand même de cette visite. Et à côté de ça, et j'avais aussi, ça, c'est par contre l'histoire qui m'a un peu plus marquée. J'avais rencontré par hasard un capitaine que j'avais formé, que j'avais même pas reconnu.
parce que c'est vrai qu'avec le temps, les promotions et tout ça, et il m'avait reconnu et il est venu me remercier pour les cours, pour me dire que vraiment j'avais impacté sa vie professionnelle et très positivement. Et ça, vous voyez, quand vous êtes en vacances, même complètement déconnecté et que vous croisez par hasard des rencontres comme ça où on vous rappelle l'utilité de votre travail, voilà, c'est challengeant, on se sent utile et on se dit, bah, il faut que je fasse mieux et beaucoup mieux. S'il fallait raconter deux choses en lien avec la mer, c'est cette histoire de mal de mer et cette belle rencontre au détour d'une mer également à l'autre bout du monde. Et ça, c'est passionnant. Mm. C'est 2 belles anecdotes puisque finalement celle sur Bien le sûr, mal de mer, je pense que ça peut être aussi une croyance limitante de se dire, «J'ai peur de l'océan, je suis pas bien sur un bateau, c'est je vais pas vrai. me lancer dans un métier qui est lié à l'océan» et C'est vrai. bah si, en fait, on peut aussi. C'est pas grave. Complètement. C'est ça, faut y aller quand même. Bah, merci beaucoup Awa pour cet échange, c'était Merci très, beaucoup, très Mathilde. intéressant Merci à et toi, voilà. surtout de m'avoir donné l'opportunité d'échanger sur ces questions-là et puis voilà, de revenir sur un certain nombre de choses qui paraissent essentielles. Mm. Merci d'avoir écouté Le Grand Bleu, le podcast qui interroge les liens entre humains et océans. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, le partager et à t'abonner.